Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors une toux persistante, un essoufflement, une fatigue inexpliquée, autant de signaux que l'on banalise parfois mais qui peuvent cacher une réalité bien plus sérieuse. Et aujourd'hui, on va parler du cancer du poumon. Avec nos invités, nous tenterons de comprendre la réalité des symptômes, les dernières innovations thérapeutiques et l'importance du dépistage. La santé en mouvement spécial cancer du poumon, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Vincent Fallet. Bonjour docteur, vous êtes pneumologue spécialisé en oncologie thoracique à l'hôpital Tenon à Paris. Alors on va commencer par quelques chiffres, d'accord, hommes, femmes, répartition et hygiène de vie. Dites-nous tout. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc effectivement, le cancer du poumon, c'est un enjeu de santé publique. Actuellement, ça reste le cancer qui est la cause de mortalité par cancer la plus fréquente en France aujourd'hui. On estime c'est environ plus de 50 000 patients, nouveaux patients, chaque année qui vont être diagnostiqués avec un cancer du poumon, majoritairement des hommes. C'est plus de 30 000 hommes chaque année et autour de 20 000 pour les femmes. C'est un cancer qui, malheureusement, l'incidence, elle évolue un peu, elle s'augmente chez les femmes, du fait finalement de l'épidémiologie un peu du tabac, que les femmes ont commencé à fumer plus tard que les hommes dans les dernières décennies. Et donc c'est vrai qu'il y a une augmentation du tabagisme chez les femmes, donc on voit plus de cancer du poumon chez les femmes actuellement. Et chez les hommes, l'incidence est en train de diminuer un petit peu. Il y a quand même une question qu'on se pose tous, faut-il avoir fumé pour être malheureusement atteint d'un cancer du poumon? Et qu'en est-il des fumeurs passifs? Alors c'est vrai que le principal facteur de risque du cancer du poumon, c'est le tabac. Ça, c'est clair, c'est vraiment démontré. C'est 8 cancers sur 10 du poumon qui sont liés au tabagisme. Mais c'est vrai que tout n'est pas expliqué par le tabac. Vous avez dit le tabagisme passif. C'est vraiment un enjeu à prendre en compte aussi. Et ça, je pense que nos politiques de lutte contre le tabagisme l'ont bien pris en compte. De vivre avec un fumeur, c'est 25% de risque de plus de faire un cancer du poumon. Donc le tabagisme passif, c'est aussi un facteur de risque de cancer du poumon. Et peut-être certains polluants également. Alors, voilà, donc il y a les autres polluants qu'on peut voir dans les facteurs de risque. La pollution atmosphérique, ça c'est bien montré aussi par l'OMS. Les facteurs de risque professionnels, notamment moi je pense à l'amiante, à la silice, qui sont des facteurs de risque qui exposent au cancer du poumon. On a d'autres facteurs de risque qui sont montrés comme le radon notamment. Il y a d'autres facteurs de risque, alors génétiques moins. On ne peut pas dire que le cancer du poumon c'est lié à un cancer génétique. C'est vraiment des expositions environnementales essentiellement, notamment le tabac. Alors docteur, éclairez-nous. Alors on va rester très positif et optimiste parce qu'aujourd'hui c'est un cancer qui se soigne très bien, on va dire, s'il est pris à temps, et on va insister sur l'importance du dépistage. Mais quels sont les symptômes les plus courants qui doivent quand même alerter et nécessiter justement une vigilance de son médecin? C'est difficile parce que les symptômes ils sont peu spécifiques et le poumon c'est un organe qui est peu innervé finalement. Vous sentez pas bien ce qui se passe dans votre poumon au jour le jour. Et c'est vrai que malheureusement, souvent, on diagnostique les cancers du poumon à des stades tardifs, avec déjà des tumeurs qui sont très volumineuses et avec des localisations métastatiques. Et c'est vrai que c'est 3/4 des cancers du poumon qui sont diagnostiqués à un stade tardif. Les symptômes, ils sont non spécifiques. Ça peut être une toux, des petits crachats de sang, un essoufflement, une petite altération de l'état général. Mais le message qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on a un symptôme qui traîne comme ça, finalement, pendant, on va dire, 3 semaines, ça doit quand même alerter, ça doit amener à consulter son médecin généraliste, son spécialiste, de faire des examens, notamment un scanner thoracique s'il y a besoin. Mais c'est vrai que voilà, tout symptôme qui traîne pendant plus de 3 semaines, à surveiller. Alors là, le diagnostic tombe, on va dire. Quels sont les grands axes, on va dire, de traitement auxquels on peut être éligible? Alors aujourd'hui, il y a une très grande avancée, en fait, une amélioration dans la prise en charge des cancers du poumon. On a l'arsenal thérapeutique s'est amélioré. En gros, on a 4 types de traitements, si on fait simple. On a la chirurgie pour les stades localisés, avec des techniques là aussi qui sont améliorées, qu'on pourra reparler un petit peu tout à l'heure. La radiothérapie, ça reste les traitements classiques dans les cancers. Les traitements systémiques, en gros, ils sont de 2 sortes. Les traitements qu'on prend par la bouche, les thérapies ciblées, des traitements par comprimé, et des traitements par perfusion qui sont l'immunothérapie et la chimio. Et le 4e type, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est les soins de support
tout l'accompagnement qu'on peut faire autour du cancer derrière. Alors on parle aussi des vaccins. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un véritable espoir thérapeutique ou c'est un petit peu trop tôt d'en parler ? Alors, les vaccins, on en parle beaucoup actuellement. C'est un peu tôt, à mon avis, pour en parler. C'est en phase de recherche. C'est pas des vaccins qu'on va utiliser en prévention, comme on va utiliser dans les infections. C'est des vaccins thérapeutiques. C'est-à-dire, l'objectif, c'est des vaccins qu'on va administrer pour améliorer et optimiser le système immunitaire pour que lui aille lutter contre le cancer. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là encore. C'est encore en phase de recherche. Mais c'est vrai que cette optimisation du système immunitaire, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui avec les traitements par immunothérapie. C'est ça qui révolutionne notamment la prise en charge des cancers du poumon. Expliquez-nous un peu le parcours de soins à partir du moment effectivement où il y a ce diagnostic. On enlève une tumeur, on est soigné après par l'un des 4 protocoles que vous exprimez. On est sur quelle durée et quelle est un petit peu la vie du patient dans ce contexte-là ? Alors c'est quelque chose qui est très anxiogène. Ça, faut pas se mentir. C'est les patients, ils le disent bien. Hein, c'est dès qu'on m'a annoncé que j'avais une boule ou un nodule dans le poumon, mais voilà, tout tombe. Et malheureusement, avant qu'on ait ce diagnostic ou cette image qui est tombée de boule, d'anomalie sur le scanner, il s'est écoulé plusieurs mois, plusieurs semaines. Ça peut être plusieurs mois, voire quelques années, même pour des patients et qui sont non-fumeurs, pour lesquels on ne va pas penser à aller faire un scanner thoracique aux patients. Plusieurs mois, plusieurs semaines pour des patients fumeurs et qui vont à tousser. Et une fois qu'on va avoir ce diagnostic, cette anomalie sur le scanner, il va s'enclencher tout un processus diagnostique qui est anxiogène, il faut le dire, parce que dans la majorité des cas, le nodule n'est pas un cancer, mais expliquez-nous les étapes de manière très, très simple. Et donc, du coup, il y a des parcours qui sont mis en place. Donc, nous, à l'hôpital Tenon, mais dans plein d'autres hôpitaux, c'est fait désormais d'avoir des parcours diagnostiques rapides où il y a une espèce de guichet unique où les patients à l'hôpital vont bénéficier d'un parcours diagnostique. La première chose, c'est d'avoir un diagnostic histologique, puisque le diagnostic du cancer du poumon se fait avec des biopsies. Et donc, la première chose, c'est de faire une biopsie. Le poumon, c'est difficile d'aller faire une biopsie. Le plus simple, ça serait de faire une fibroscopie. Donc, on passe par le nez. C'est un examen non invasif. Et on va aller faire des prélèvements. Mais très souvent, ces anomalies sont assez loin au niveau du poumon et on ne peut pas y arriver par les voies naturelles. Donc, l'enjeu est d'avoir le diagnostic. Donc, on peut l'avoir avec d'autres méthodes, comme la radiologie interventionnelle, où c'est les radiologues qui vont faire des scanners et faire des ponctions directement sous scanner pour aller prélever le nodule, ou d'aller faire des biopsies sur des sites métastatiques. C'est ça, en gros, l'enjeu diagnostique. Et après, il faut faire un enjeu de cartographie pour savoir finalement quelle est l'étendue du cancer. Et donc là, on va utiliser des scanners corps entier, des TEP scanners. Et puis après, il y a un enjeu pré-thérapeutique pour justement définir quel est le meilleur traitement et comment le patient va pouvoir supporter les traitements. Donc faire des tests respiratoires, un bilan cardiovasculaire et toutes les comorbidités qu'on peut avoir à côté liées au tabagisme notamment. Alors il faut dire que c'est néanmoins un cancer qui se guérit et on en parlera avec notre prochain invité. Concrètement, le temps de rémission et est-ce que les risques de rechute sont importants ? Alors, les cancers localisés, les cancers localement avancés, l'objectif du traitement, c'est un traitement curatif. Donc c'est d'aller à la guérison. Pour parler de guérison, il faut 5 ans sans traitement. Et donc, c'est l'objectif qu'on veut aboutir. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne parlait pas il y a quelques années dans les cancers du poumon. Là, oui, on a des traitements qui améliorent le nombre de patients qu'on va pouvoir guérir. La première chose, c'est de détecter tôt, parce que plus vous avez une forme localisée et plus petite, plus vous allez pouvoir faire des traitements locaux comme la chirurgie. Et puis maintenant, on a des nouveaux traitements qui vont accompagner la chirurgie. C'est des traitements néoadjuvants, c'est-à-dire qu'on va faire avant la chirurgie, avec de la chimio et de l'immunothérapie notamment. Et grâce à ces traitements-là, on améliore encore plus le pronostic qui était lié à la chirurgie. Quand je dis ça, c'est qu'on peut avoir un patient sur 5 qui va recevoir de la chimio et de l'immunothérapie qu'on va opérer. Et au moment de l'opération, on ne voit plus de cellules tumorales viables. Donc ça, c'est quelque chose, c'est aussi une révolution qu'on n'avait pas avant. C'est 20% de réponse complète après une chimio-immunothérapie. Donc de véritables espoirs thérapeutiques. Merci beaucoup docteur, je rappelle que vous êtes pneumologue spécialisé en oncologie à l'hôpital Tenon. Restez avec nous dans quelques instants, un ex-patient devrais-je dire, vous le connaissez pour sa générosité et son art de rapprocher ceux que la vie avait éloignés. Il viendra nous partager son combat et aujourd'hui son état d'esprit à l'issue de sa rémission. La santé en mouvement spécial cancer du poumon, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission dédiée au cancer du poumon, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Bataille. Pascal, on est ravis de vous avoir en plateau. Moi aussi, bonjour Vanessa. Bonjour, vous êtes animateur et producteur de télévision, auteur d'un livre magnifique intitulé Petit traité du silence paru aux éditions Trédaniel et vous avez récemment été atteint d'un cancer du poumon.
Expliquez-nous, quand le diagnostic tombe, qu'est-ce qui se passe Alors, étrangement pour moi, le diagnostic est tombé un peu tardivement. Le docteur en parlait à l'instant. On met parfois un peu de temps à arriver à ce diagnostic. Et est-ce que j'avais eu le temps de m'y préparer ou pas? En tout cas, je l'ai accueilli avec une sérénité dont j'ai été le premier surpris en réalité. C'est-à-dire que je n'ai pas stressé, je n'ai pas angoissé. J'ai été très confiant dans mes chances de guérison, très confiant dans la médecine, dans ce qui allait être mis en œuvre pour me soigner. Et j'ai vécu ça comme une épreuve à traverser, mais dont j'étais assez convaincu de sortir vainqueur. Les symptômes, Pascal, qu'est-ce qui vous a alerté? Je toussais depuis quelques mois. Alors j'ai été fumeur, mais j'avais arrêté depuis 23 ans, donc on me disait 23 ans, tes poumons sont nettoyés, etc. Donc je ne pensais pas effectivement à ça quand j'ai commencé à tousser. On a cherché pas mal de pistes différentes avant que le scanner ne permette de révéler cette tumeur qui faisait déjà 4 cm et demi et qui était à un stade un peu avancé. Mais comme le docteur le disait à l'instant, j'ai pu bénéficier de ces traitements récents mais extrêmement efficaces que sont l'immunothérapie et mêlée à la chimiothérapie. Donc en préalable à l'opération, ce qui fait que, comme il le disait aussi, j'ai pu être opéré alors qu'il n'y avait plus de cellules actives au moment donc de l'opération, et on m'a enlevé un lobe du poumon là où sans doute il y a quelques mois, peu d'années en tout cas, on en aurait enlevé 2, voire l'intégralité du poumon, et on a pu sauver les 2 tiers de mon poumon droit. Alors expliquez-nous, on peut en parler, le docteur expliquait les protocoles. Sous quel protocole avez-vous été mis et combien de temps a duré justement entre le diagnostic, la chirurgie et le soin? Diagnostiqué en septembre 2024, j'ai commencé les traitements le temps. Enfin, premier diagnostic, moi j'appelle le diagnostic à tort le scanner, où on me dit vous avez quelque chose, et le radiologue à ce moment-là me dit je veux pas il faut attendre la biopsie, mais ça sent pas bon. Et bon, pour moi, je considère que c'est le jour où on m'a dit que j'avais un cancer. Après, effectivement, biopsie et TEP scan pour voir s'il y avait autre chose ailleurs. Donc, mi-octobre, on commence le traitement assez rapidement quand même. Traitement qui consistait en de longues séances de immunothérapie et chimiothérapie par injection. J'en ai eu 3, espacées de 3 semaines chacune. Ça m'a amené à peu près aux fêtes de Noël. On m'a laissé un peu tranquille pendant les fêtes. Et le 8 janvier dernier, j'ai été opéré. Et là, on peut considérer que vous êtes guéri, enfin, on observe un petit peu, mais... Guéri, non, en rémission, je pense que c'est le terme officiel. En rémission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de cellules actives. Peut-être que certaines se cachent parce qu'on sait que malheureusement, ce type de maladie a la fâcheuse tendance à vouloir revenir et à se planquer un peu avant de récidiver. Mais en tout cas, à ce jour, je suis considéré comme effectivement n'ayant plus de cancer et sous surveillance. Je viens d'avoir un scanner il y a 2 semaines, et donc le prochain maintenant dans 6 mois. Pascal, on va élargir un peu le sujet, parce que quand on tombe malade, effectivement, on a un rapport à l'essentiel qui devient complètement différent. Comment ça s'est passé pour vous? J'ai pas envie de l'appeler cette traversée du désert, mais comment vous avez vécu ce moment où là, il n'y a qu'une chose qui compte, en fait, c'est survivre? Oui, ça me remet. Alors, il se trouve que moi, j'étais depuis quelque temps, dans un travail personnel qui me faisait déjà un peu relativiser et peut-être modifier certaines de mes priorités. Donc c'est, de ce point de vue-là, tombé plutôt bien, c'est-à-dire que ça a continué ce chemin que j'avais un peu entamé, forcément a été accéléré par cette épreuve. Alors vous disiez traverser du désert, pour moi ça n'en a pas été une, parce que j'ai eu la chance et le privilège d'être extrêmement entouré, mais j'ai compris aussi en étant malade et en vivant notamment dans ces séances de chimiothérapie que je vivais évidemment avec tout le monde. Je dis évidemment parce que on m'avait proposé de faire ça dans une salle à part, parce que effectivement j'ai un visage un peu connu et que très gentiment on voulait me protéger éventuellement de voilà, mais comme je n'avais pas le sentiment d'avoir une maladie honteuse et que je ne cherchais à avoir aucun privilège par rapport aux autres, j'ai évidemment fait ça comme assis à côté de tout le monde dans mon fauteuil, à côté d'une dame que j'ai retrouvée plusieurs fois, d'un monsieur que j'ai aussi vu plusieurs fois. Et puis comme j'avais des séances peut-être plus longues que certains autres, ça tournait, et ça m'a permis de voir à quel point certaines des personnes qui vivaient ce même genre d'épreuve la vivaient seules.
très isolés. Ça ne veut pas dire dans des conditions misérabilistes. Peut-être qu'ils avaient un appartement de 300 mètres carrés dans lequel ils rentraient le soir, mais ils y rentraient seuls, avec très peu de gens autour d'eux pour les soutenir. Et je sais, moi, pour avoir au contraire été très entouré par mes proches, par mes amis et par la bienveillance du public à partir du moment où j'ai décidé de communiquer un peu tardivement là-dessus, à quel point ça fait du bien, quoi, d'avoir des gens autour de soi sans se faire plaindre. C'est pas ça l'idée, mais de pouvoir en parler, d'avoir des gens qui vous sortent de la maladie pour vous emmener autre part. L'écriture du livre m'y a aidé aussi. Alors on y vient justement à l'écriture du livre. Ironie du sort, vous commencez une écriture avant le diagnostic et en fait cette écriture va vous accompagner pendant toute la maladie et pendant toute la rémission. Et ce livre s'appelle Petit traité du silence, qui est un paradoxe ou pas forcément. Vous avez puisé quelque chose dans le silence justement? Oui, énormément. J'ai tendance à penser qu'il n'y a pas toujours de hasard, Vanessa. Et en l'occurrence, j'avais essayé ce livre sur le silence. C'est un thème que j'avais choisi parce que c'est un thème qui m'intéresse depuis longtemps et je pense que la place qu'on lui accorde aujourd'hui dans notre société, dans nos modes de vie, n'est absolument pas assez importante et il faut redonner de la place et de l'espace au silence dans tous les domaines. Mais de devoir écrire ce livre et d'avoir en même temps ce moment de vie où j'avais du temps aussi, parce qu'effectivement j'avais ralenti mes activités par force, j'étais plus forcément capable de mener une vie aussi trépidante qu'avant. Ça a été extrêmement fructueux. Moi je considère que là aussi ça a été une chance pour moi d'avoir ce livre à écrire. Je pense que je l'ai mieux écrit en étant malade et je pense que j'ai été un meilleur malade grâce à ce livre. Mais vous avez le sentiment qu'avoir un projet qui vous tient, c'est-à-dire le lancement d'un livre et l'aboutissement d'une nouvelle histoire, ça vous a permis de vous projeter au-delà Oui, en plus je voulais absolument, le livre était prévu pour sortir au printemps et je voulais le rendre avant mon opération et donc j'ai rendu le 7 janvier et j'ai été opéré le 8, donc il y avait en plus cette sorte d'urgence dans le bon sens du terme à l'écrire et à ce projet. Donc ça a été vraiment une motivation, ça a été un moteur important et puis une bonne raison de ne pas se regarder le nombril à longueur de journée. Quand on est à l'hôpital, le personnel de soins et l'humanité du personnel de soins a un rôle particulier, on va dire. Je sais que vous aimeriez témoigner là-dessus et leur rendre hommage. Oui, parce que jamais on ne le dira assez. Alors il y a eu la période Covid où on les applaudissait tous les soirs et puis c'est bien vite retombé dans l'obscurité tout ça et c'est vrai que c'est toutes ces personnes, alors ça va du chirurgien, du professeur, chef de service qui m'a opéré, un ponte évidemment, mais à l'aide-soignante qui là en pleine nuit venait me voir si j'allais bien et si j'avais mon shoot de morphine allait fonctionner, si j'avais pas trop mal. Il y a une sorte de manque de reconnaissance, disons-le, de toutes ces personnes. Et je dis souvent, nous, on nous met en lumière parce qu'on fait des émissions de télé ou de radio, on nous accorde des unes de magazines, on nous accorde des bonnes places au restaurant quand on arrive, même s'il reste qu'une table. Et pourquoi ? Parce que juste, on a des têtes publiques, mais tous ces gens qui font un boulot considérable, essentiel, vital, dans tous les sens du mot, il faut leur rendre grâce, il faut leur rendre hommage. Tout à fait. Vous avez quand même beaucoup souffert après l'opération. La gestion de la douleur, quel rapport vous avez aussi avec la douleur ? Alors, en fait, je n'avais pas le sentiment d'être douillé, parce que moi, je vis avec une douleur permanente au pied, parce que j'ai eu un grave accident il y a plus de 20 ans, à la cheville gauche, et j'ai en permanence une douleur quand je marche, et même au repos. Mais là, j'avoue, alors on m'avait prévenu, mais les suites de l'opération, pour sauver mon lobe médian, on a dû ouvrir, parce que c'est une opération qu'on fait de plus en plus en célioscopie, je parle sous le contrôle du docteur, mais en l'occurrence là, pour être sûr de pouvoir sauver mon lobe médian, en cours d'opération, ils ont décidé d'ouvrir dans le dos et on m'avait prévenu que si c'était le cas, les suites étaient assez douloureuses. J'avoue que j'ai un peu dégusté pendant quelques jours, notamment parce que assez vite, et c'est bien parce qu'il faut libérer la place, il faut éviter les infections nosocomiales, etc. Mais j'ai été opéré le mercredi et le samedi après-midi, j'étais à la maison, alors que l'opération avait duré 6 heures, ça déroute un peu. Et quand on se retrouve à la maison avec évidemment des antidouleurs qui sont moins efficaces que ceux de l'hôpital,
il y a quelques jours un peu difficiles. Et un peu seul. Pascal, pas seul, mais difficile. Pascal, vous insistez beaucoup sur l'importance de garder espoir malgré tout et de faire confiance à la médecine et surtout de soutenir la recherche. Et je sais qu'au-delà du cancer du poumon, vous avez un message particulier sur une maladie que vous aimeriez soutenir. Donc, je vous laisse le mot de la fin. En fait, oui, je suis ambassadeur de l'association pour la recherche sur la SLA, la maladie de Charcot. Et ce que je dis, c'est que les progrès qu'on fait et qui sont encore à faire sur le cancer, grâce aux dons, on peut les faire aussi sur cette maladie qui est aujourd'hui incurable. Et je voudrais en profiter pour appeler aux dons parce que c'est vraiment de l'argent utile, c'est vraiment de l'argent donné, dépensé utilement. C'est l'argent qui va vraiment à ces chercheurs et à ces médecins qui, à longueur de temps, cherchent des solutions. Et on voit avec le cancer à quel point ça porte ses fruits. Et je veux que ça soit la même chose pour la maladie de Charcot, le plus vite possible, on puisse dire aux gens à qui on diagnostique cette saloperie de maladie. C'est une maladie qui était incurable il y a encore 2 ans, mais aujourd'hui, on sait retarder l'échéance et peut-être même on sait soigner. Pascal Bataille, Vincent Fallet, merci beaucoup pour vos éclairages. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.